Chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine au podcast, je discute ultra-distance avec mon ami Jesse Cabon qui a complété la Race Across France et qui prépare cette année la première Race Across au Québec. Alors, je vous invite à plonger avec moi dans ce monde passionnant. C'est parti! Aujourd'hui, dans l'épisode, je rencontre mon ami Jesse Cabon, un cycliste de longue date qui a exploré toutes les disciplines, mais qui récemment se concentre pour conjuguer sa vie familiale. Ça peut paraître surprenant, mais pour conjuguer sa vie familiale avec sa passion pour le sport cycliste, Jesse fait maintenant de l'ultra-distance. C'est une manière pour lui, vous allez le découvrir, de s'accomplir dans des défis, de donner un peu d'aventure dans son quotidien à travers une vie déjà très chargée. On parle de la Race Across France, on parle de la première Race Across au Québec qui l'organise et qui aura lieu cette année au mois d'août à partir de Terrebonne. Alors j'espère que vous allez apprécier cet épisode autant que moi. Sans plus tarder, c'est parti. Je suis pas trop stressé avec ma voix. Tu sais, des fois, t'as peur d'entendre ta voix là où t'es comme... Ouais. Ça fait bizarre. Bon, moi, ça fait longtemps que je me suis écouté puis que j'ai arrêté d'agresser ça. Mais... Fait qu'aujourd'hui, Jesse, je te reçois au podcast pour qu'on jase un peu d'ultra-distance. L'ultra-distance, ça fait partie de ton quotidien ou plus ou moins depuis combien de temps à peu près? Ben, ça fait pas très longtemps. Réellement, ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans avant, j'étais un coureur cycliste traditionnel, route, cyclocross, etc. C'était rare de dépasser les 200 km et à un moment, je me suis dit, je suis papa, j'ai pas beaucoup de temps pour rouler, j'ai du mal à faire mon 10 heures de vélo par semaine, tu sais, qui est un peu le seuil de dire tu vas être en shape en t'entraînant 10 heures par semaine et en ayant un peu la dose d'endorphine. Et je me suis dit, je vais me lancer dans l'ultra pour voir ce que ça donne parce que j'ai pas besoin de m'entraîner pendant des semaines et des semaines, pendant des heures. Je vais pouvoir me faire des week-ends ou des semaines ou des événements chocs où après peut-être je vais t'écœurer pendant quelques jours ou quelques mois, quelques années parce que j'en ai fait beaucoup là. Fait que c'était à défaut d'avoir la capacité de t'entraîner pour faire dans le fond des courses comme les mardis cyclistes ou des courses par étapes parce que toi tu es un traditionnel coureur plus de courses de vélo d'une journée ou une étape. Fait que là, tu t'es dit c'est un peu drôle quand même de se dire genre maintenant que je suis vraiment occupé avec des enfants, je vais juste faire plus long. Ouais. Mais est-ce que c'était juste de dire je vais faire plus lentement? Non. En fait, c'est que déjà dans l'ultra, puis c'est ça qui est dur quand t'es compétiteur, c'est que pour ceux qui font encore de la course, qui se mettent dans l'ultra et vont faire OK, mais moi, faire un 300, je suis capable de faire un 200 à 32 de moyenne, je vais faire pareil sur le 300 ou le 400, mais à un moment donné, tu frappes des murs. C'est beaucoup d'humilité et en fait, tu prends le temps de rouler, tu prends le temps, ta journée pour le faire. Avant, quand je faisais une course de vélo, ma course, elle était, je sais pas moi, à 13h l'après-midi. J'avais 2 heures de route pour y aller. Fallait que je m'échauffe. Fallait que je fasse la course. Fallait que je rentre. Finalement, pourquoi je prendrais pas tout ce temps-là, partir à 5h du matin, puis rentrer à minuit le soir, là, puis on verra combien de kilomètres j'ai fait. Et en fait, c'est plus ça. Vu que j'avais pas le temps de faire du vélo, ça m'ennuyait d'aller passer ma journée à faire une course de vélo juste pour faire 2 heures de course. Mm-hmm. OK, j'ai une journée, là, je m'en vais à Québec. Je vais juste partir de chez nous. Puis on verra ce qui se passe, là. Puis peut-être je vais en faire plus, peut-être je vais en faire moins, peu importe. Puis tu vis des belles aventures comme ça, puis ça fait des micro-aventures, en fait. Puis là, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, l'année passée, tu as fait la Race Across France. Ouais. Puis cette année, tu organises la Race Across Québec. Exactement. La première édition. Ouais. Fait que tout ça, on va en parler aujourd'hui. Mais j'aimerais ça savoir, en premier, on s'est dit on allait parler de ton expérience de Race Across France que tu as faite l'année passée. Tu nous donneras la distance et tout. Moi, je sais que tu as mangé beaucoup de pizza, mais... À part ça, j'ai besoin de détails sur ta préparation puis sur qu'est-ce qui était cool. Mais ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est la possibilité, dans le fond, de pouvoir être... de faire une course qui est longue puis de justement découvrir d'autres aspects de la compétition qui sont... Comment tu fais pour durer... sur 24, 48, puis même une semaine. Ouais. Fait qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à la Race Across France?
Bah, pour la faire courte, parce que ça peut être très long, mais en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts pendant le Covid, comme tout le monde. Et j'ai découvert des podcasts de cyclisme ultra-distance où les gars, ils faisaient des trucs de barjo, puis tu voyais, enfin, leur vécu et tout, ça avait l'air incroyable. Et en fait, il y a une course qui m'a toujours attiré, c'est le Tour Divide, je sais pas si tu connais. Donc, tu pars de Banff, tu traverses les États-Unis sur en fait, une trail de vélo de montagne qui traverse les Rocheuses jusqu'au Nouveau-Mexique. C'est 4300 km, je pense. Et en fait, je rêverais de faire ça. Et je me suis dit, cette étape pour faire ça, là, ce serait comme mon but ultime. Bah, ce serait de faire la Race Cross France parce que c'est une course qui commençait à vraiment émerger et puis à être vraiment populaire. Et puis, depuis tout petit, là, on a tous, en tant que cycliste, on a tous rêvé de faire le Tour de France. En fait, là, c'est un peu le Tour de France amateur. Tu fais tous les cols incroyables. Tu fais à peu près peut-être 1000 km de moins, mais tu fais beaucoup plus de dénivelé. Donc, en fait, j'ai voulu me lancer là-dedans. C'était un peu la première étape pour me lancer dans le cyclisme ultra-distance. Donc, j'ai pas fait les choses à la légère. J'ai pas fait de l'ultra-défi, par exemple, qu'on peut trouver au Québec à 500 ou des 1000 km. J'ai fait, non, je vais faire la Race Cross France 2500 km. Et je vais me donner 1 an pour me préparer là-dessus. Quand tu as fait ça, je me rappelle que tu devais faire des... C'est tout ça le nom, là, je sais pas, mais des brevets. Il a fallu que... Je me rappelle que quand on s'est parlé, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, tu as dû faire... Fallait que tu ailles à Toronto revenir ou à Ottawa revenir, puis là, tu faisais une ride de nuit. Puis ça, c'était quand on s'était vu. Puis je pense que c'était pendant l'hiver, là, quelque chose comme ça, tu avais roulé. C'était un truc de fou. Là, c'était fin d'hiver, début de printemps, là, où on sait qu'il peut faire très froid, il peut pleuvoir et tout. Là. Ouais, c'était à ce moment-là. Ouais. C'est quoi qu'il fallait que tu fasses, un 400, 500? Donc en fait vu que c'est devenu très populaire, la Race Cross France, il y a des quotas, enfin, il y a qualificatifs pour y aller. Que tu aies quand même un minimum d'expérience. Donc en fait, pour faire le 2500 km, il fallait que tu aies fait une course de 1000 km de cyclisme ultra-distance ou, comme nous, par exemple, au Québec, où tu vas pas faire ça pendant l'hiver, il n'y en a pas vraiment, faire la distance de 1000 km en ultra, tu t'envoies ta trace sur Strava. Donc moi, je voulais le faire vraiment en simulation de course. Donc je suis allé all-in. Et puis ça, on devait le faire. Fallait l'avoir envoyé 1 mois avant la course. Donc la course était fin juin. Fallait l'envoyer fin mai. Et moi, je me suis dit, si fin mai, je tente puis que je rate, je peux plus réessayer. Donc, j'ai fait ça fin avril. Puis, fin avril, il a fait très froid, il a plu et ça a été plutôt épique. Donc, j'ai vécu une grosse aventure. Là. Fait que là, t'envoies ta trace, puis là, ça te donne il valide que tu peux maintenant te présenter. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était le Tour du lac Ontario que j'ai fait. Donc, en fait, je suis parti de chez moi. Je suis allé jusqu'à Niagara. Par les États-Unis, puis après je suis revenu parti Canada et c'était malade quoi. Tu pars de chez toi, tu vas à Niagara, tu t'arrêtes pendant 5 minutes, tu prends une photo, une vidéo, tu vois, c'est nice, puis après tu rentres chez toi. Là, puis qu'est-ce que tu as appris pendant cet événement-là? T'as-tu appris que tu tripais là-dessus ou t'as fait comme ça l'a remis en doute le fait que t'aimais ça? Non, c'est un long cheminement avant quand même. Je savais déjà 1 an avant que je voulais faire cette course-là. Donc déjà, tu t'inscris au mois de novembre pour la course fin juin. Donc, il faut faire comme ton plan d'entraînement, puis il faut te préparer mentalement à ça. Là, tu t'improvises pas à partir pour un 1000 km comme ça. Le week-end prochain, je vais faire 1000 km. Ça doit être très compliqué ou il faut avoir une expérience quand même significative avant. Ouais. Donc, je me suis dit, un peu... moi, j'ai mon enfant. J'ai 2 enfants. J'en ai un qui a 1 an, qui va avoir 2 ans là, l'année suivante, l'année où je vais faire la course. Donc, très jeune. Je sais que je vais pas beaucoup dormir. Donc, déjà... travailler le sommeil, etc. Je pense que je vais être bien entraîné avec mon fils quand il va me réveiller la nuit et tout. Au lieu de voir ça comme une limitation, tu t'es dit, je suis déjà prêt. Pour moi, c'est un entraînement, ok? Donc là, je dors pas la nuit et tout. Chaque opportunité était me préparer pour cette course-là. Donc j'ai pas dormi, c'est pas grave. Là, je dors pas, puis demain, je vais aller travailler, je vais faire ma journée de job, puis je vais aller rouler, puis on va voir comment ça se passe. Donc déjà, tu vois, des choses comme ça. Et après, le temps que j'avais, en fait... par rapport à mon entraînement, c'est un peu l'entraînement classique de cyclisme là, où faut que tu fasses tes bases, là, ton endurance, faire tes intensités, etc. pour que tu sois en forme, en fait, que tu aies ta bonne base.
Et après, je me rajoutais des défis. Donc, je me suis dit, quel événement il pourrait y avoir qui vont faire que ça va me faire des kilomètres en très peu de temps et qui vont me simuler une course. D'où tu parlais, là, tes week-ends de choc, là, comme un peu ça se fait en course à pied, tout mais ça. Mais j'en ai pas... Ouais, en fait, je m'entraînais peut-être entre 8 et 10 heures par semaine. Et après, j'ai échelonné des défis crescendo. Donc, parce que ton 8 à 10 heures, faut le présenter aussi, il n'était pas beaucoup en commute, là. Et en plus, c'est beaucoup en commute, ouais. C'est ça. Moi, c'est beaucoup en commute parce que c'est pareil. Vélo-boulot. Exactement. J'ai le travail, j'ai la vie de famille. Je me vois pas rentrer à 19h le soir puis aller me faire 1 heure ou 2 heures sur Zuf. Donc, moi, on a une voiture familiale. C'est moi qui prends mon auto. C'est ma femme qui prend l'auto. Moi, je fais tout en vélo, même l'hiver. Puis l'hiver, quand tu fais 30 km ou 25 km de vélo, c'est comme si tu avais fait le double. En été, ouais. En été, là. Une des choses que tu as dit, moi, je trouve qui est vraiment intéressante dans l'approche, puis peut-être que pour toi, ça paraît évident, mais c'est le fait que tu as dit, je dors pas, je vais faire ma journée complète, je vais voir ce qui se passe. Tu sais, c'est vraiment en mode exploration, curiosité. Je pense qu'il y a ça aussi, là, cette espèce comme d'humilité-là. Tu sais pas, tu peux pas te préparer pour faire aussi longtemps parce que tu as tellement d'impondérables qui sont... Tu essaies de prévoir ce que tu peux prévoir, mais tu sais qu'il va arriver. Ah oui, des imprévus tout le temps. Là. Faut savoir... En fait, l'ultra, je pense qu'il faut savoir vivre avec les imprévus. C'est que des imprévus, en fait. T'as un plan, puis ça se déroule jamais comme tu n'as pas vraiment le contrôle. Ouais. Autant que quand tu fais un programme de course, puis justement, faut que tu sortes ta meilleure performance dans ces 2 heures-là. No matter what, tu sais. Ouais, donc faut vraiment te préparer. En fait, l'ultra, c'est vraiment te préparer à tout ce qui pourrait arriver que tu n'as pas prévu. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé justement l'année où je voulais m'inscrire à la Race Cross. Et mon petit qui était malade, on est allé à l'hôpital à Montréal aux urgences. C'est quand c'est long les urgences. Et le lendemain matin, je devais rencontrer mon partenaire David avec qui je vais organiser la Race Cross Québec. On devait aller rouler avec Vélo Québec, je sais plus où, faire 150 km. Et il fallait partir genre à 9h le matin. Et là, on attend à l'hôpital et tout. On voit que c'est interminable, qu'il fallait encore attendre. J'étais avec ma femme. Je fais, tu sais quoi, je prends l'auto, je vais aller te chercher des affaires et tout, à manger et tout. Puis comme ça, tu pourras passer la nuit là-bas. Puis moi, je vais prendre un sleeping bag et tout. Comme ça, quand c'est terminé... Parce que moi, il fallait que j'aille à Brossard pour partir. Donc, quand c'est terminé, moi, je vais aller sur l'île Jean-Drapeau. Je vais dormir par terre avec mon sleeping bag. Et puis, le lendemain matin, je vais aller faire ma ride de vélo. Donc, en fait, je pense qu'on est sorti de l'hôpital à 3h du matin. Moi, je suis parti avec mon bike. Je suis allé traverser le circuit du Villeneuve et tout. Je me suis posé au bord proche de l'estacade, là où il y a l'écluse. Ouais. Et là, j'ai dormi là, par terre. J'étais peinard. Il n'y avait personne qui me dérangeait. Et puis après, je me suis levé. Et puis, je suis allé faire ma ride de vélo. J'étais tout pété le lendemain. Mais moi, je savais ce que ça faisait de dormir dehors, par terre, pas beaucoup de temps. Et ça m'a préparé. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui m'ont permis de me préparer à n'importe quelle situation que j'allais découvrir. Là. Puis, est-ce que tu savais que ça exigerait ça à cause des podcasts que tu avais écoutés? Ou, tu sais, parce que ça doit transparaître un peu là, dans cette espèce de monde. Je pense que c'est ça qui attire les gens aussi. Ouais. Cette aventure là, qui n'est pas aussi coordonnée puis contrôlée qu'une course normale. Ouais. Tu l'avais entendu dans les podcasts. Tu savais que ça exigerait ça. En fait, c'est que ça. Tu sais, t'écoutes des podcasts, là, ça sortait... en plus, j'en avais de retard, donc j'en écoutais plusieurs par semaine, où les gens te décrivaient leur aventure. Puis, peu importe, il y en a, ils faisaient le chrono, il y en a, ils faisaient juste terminer, juste être dans le cut-off, ou juste terminer leur aventure qu'ils faisaient. C'était même pas nécessairement quelque chose d'organisé. Et il se passait tout le temps de quoi d'imprévu. Puis, ce qu'ils disaient à chaque fois, c'est comme... bien connaître son matériel, bien se connaître et puis vraiment savoir gérer l'imprévu. Tu peux pas tout prévoir dans la vie, il faut juste pas stresser puis être à l'aise dans n'importe quelle situation. Tu sais, un peu dans la vie en fait. Ouais. À partir du moment où tu as vécu quelque chose dans ta vie, tu es quand même beaucoup plus à l'aise et quand ça se passe, tu sais comment le gérer quand même. Ouais. Tu vas avoir une fuite d'eau, peu importe chez toi,
t'as déjà géré ça. C'est pas comme la première fois où t'étais en panique puis tu savais pas quoi faire. C'est un peu la même chose. T'as dit 2 choses. T'as dit connaître son matériel, se connaître soi-même. Si on commence par connaître son matériel, étant donné que je suis pas psychologue de formation, connaître soi-même, c'est une autre chose qu'on pourrait aborder. Ouais, mais connaître ton matériel, pour toi, c'était quoi un peu les incontournables du matériel pour des choses auxquelles on ne penserait pas qui sont importantes à apporter dans ce contexte-là? Déjà, la chose qui paraît évidente, c'est le vélo. Mm-hmm. C'est sûr que quand tu n'as pas de bagage technique, mécanique sur le vélo, que tu ne sais pas comment réparer ton vélo, peu importe, tu pars de loin. Peut-être avoir un dérailleur électronique, c'est bien parce qu'avec une application, tu peux le régler. Que versus, tu as un câble. Un câble, c'est fabuleux quand c'est pas brisé. Ouais, mais quand tu peux le briser, quand il est brisé, tu peux le réparer, tu peux patenter quelque chose. Mais si tu sais pas faire, ça t'avance à rien d'avoir un vélo avec un câble et t'es mieux de manager ta charge de batterie, etc. Donc déjà, le vélo, la base, c'est savoir comment changer une crevaison, changer une chaîne, peu importe, faire le minimum. Sinon, faut être vraiment bien géré, savoir où est-ce qu'il y a des bike shops, etc. pour pouvoir réparer ça. Mais ça, c'est la base, un peu comme n'importe quel cycliste. Là, tu fais 50 km, tu es bloqué quelque part, il faut que tu saches réparer un minimum sur ton vélo. Mais connaître le matériel, c'est plus... tes sacoches, comment elles fonctionnent. Bien manager tes sacoches pour que... C'est un peu ton condo, ton vélo avec les sacoches. Bien rangé, tout au bon endroit. Que tout soit fonctionnel, que tu trouves ta nourriture là. Vraiment que ce soit facile à penser, que t'aies l'essentiel qu'il te faut. Pas trop ni pas assez. Ouais. Tes lumières. C'est quoi l'autonomie de tes lumières? Combien de temps ça dure, combien ça prend de temps pour les charger, ton GPS c'est pareil, combien de temps ça prend pour se décharger, pour le charger, quand tu le mets en mode éco, combien de temps ça dure plus longtemps, etc. Donc c'est toutes ces petites choses là qui font que c'est pareil, tu vas pas être stressé avec ton matériel, tu dois savoir l'utiliser, tu vas le maîtriser en fait. Ta lumière à ferme, tu sais où ta batterie, exactement. Tu la rebranches. Et en fait tu l'as beaucoup utilisé, tu as utilisé tes sacoches, tu as compartimenté tes choses, tu as utilisé tes choses à l'intérieur. Puis au fur et à mesure, tu te débarrasses de plein de trucs. Parce qu'en fait, en bikepacking, souvent, tu portes tes peurs. Donc souvent, ceux qui commencent, puis ceux qui ont peur de rouler la nuit, ils vont avoir 3 lumières, ils vont avoir des batteries de rechange, ils vont avoir sleeping bag avec le tapis super confort et tout, les vêtements de pluie et tout. Puis là, t'as un vélo qui fait le double du poids quasiment parce que t'as beaucoup d'équipements. Et finalement... Quand t'en fais beaucoup, tu te rends compte que tu n'utilises pas tout ça. Puis t'es confiant avec le rouler la nuit, t'es confiant à dormir dehors, t'es confiant à peu importe ce que tu fais. Et en fait, tu vas te délester de plein d'affaires pour avoir l'essentiel. Qu'est-ce que tu transportais, toi, comme peur qui te restait dans tes bagages? Je trouve que c'est une belle expression parce que dans le fond, ça dépend de chacun. Il y en a pour qui genre, être éclairé la nuit, c'est comme leur. C'est non négociable. Ils vont dire OK, ça, c'est mon petit truc à moi. Je veux absolument être sûr de ne pas manquer de lumière. Toi, c'était quoi? Qu'est-ce qui restait que. Honnêtement, j'ai pas vraiment peur. Donc, j'étais vraiment minimaliste. T'étais minimaliste. Je faisais partie de ceux qui avaient le moins, mais parce que je roule l'hiver, la nuit. Des conditions extrêmes. Je sais combien de temps ça marche les batteries, puis en plus quand il fait moins 20, je sais comment ça marche. Dormir dans les trucs un peu... on a tous fait du camping, genre t'as pas de matelas, tu dors par terre à la belle étoile et tout. Moi je l'ai fait, puis ça me dérange pas. Donc moi j'avais même pas de matelas pour dormir par terre. Puis en plus j'ai checké la météo, puis je voyais que la météo, c'était l'été, ça pouvait être humide et tout. En fait, j'avais même pas de sleeping bag, j'avais juste ma grosse veste, j'avais mes jambières, mes manchettes, ma tuque, puis je mettais ça pour dormir par terre avec une couverture de survie. Par contre, quand il faisait trop froid et trop humide, j'avais pas le choix de rouler parce que je pouvais pas dormir. Chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour vous rappeler que la meilleure manière de rentrer dans la grande famille Physio Vélo, c'est de vous inscrire à notre infolette. On est déjà plus de 3000 passionnés à discuter à tous les 2 semaines de sujets passionnants en passant du bike fitting, la conception des cadres de vélo, la prévention des blessures, l'amélioration de la performance, la nutrition et j'en passe. Alors, si vous voulez faire partie de la grande famille, vous vous inscrivez à l'infolette.
N'oubliez pas aussi de vous abonner aux différentes chaînes Physio-Vélo et au podcast Jamais assez. À ta première participation, quand même, tu as fini la course. Là. Ouais. C'est Ouais. fou, là. C'est pas genre un feature que. C'est pas quelque chose que les gens accomplissent du premier coup en général. Là. C'est Non, pas bah, évident. Là. Il y en a plein qui finissent pas du premier coup, même en ayant fait des distances plus courtes avant. C'est 2500 km. Ouais, 2500 km. Et cette année-là, il y avait 40 000 mètres de dénivelé. Là. C'était énorme. Là. C'était monstrueux. En fait, on a fait toutes les chaînes montagneuses qu'il y avait en France, à part les Pyrénées. Là, on a tout fait. Là. C'était débile. Donc, après, quand je questionnais un peu les gens autour. On était, je pense, 2-3 à avoir jamais fait un 2500 km comme ça avant. Sinon, tout le monde avait de l'expérience. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans avant. Là. Tu vas faire la Race Cross France, puis tu vas la faire en 7 jours, 2500 km. Là. J'aurais dit, mais t'es complètement malade. Là. Je comprends pas ceux qui font ça. Puis, comment on peut faire une chose pareille, mais je l'ai fait. Puis, As-tu trouvé ça exaltant? Malade. Ah ouais, à la fin, la dernière journée, là, j'ai fini avec. Il y avait un gars avec qui j'avais beaucoup roulé. Puis on était comme nostalgique. Puis on était comme, c'est pas vrai que ça va se terminer, que là, on va rentrer chez nous ce soir, là. C'est fini, là. On voulait que ça dure, je sais pas, 1000 km de plus. Vous étiez dans un autre monde, là. Vous étiez entré en transe, là. Ta vie, pendant une semaine, c'est. Je dois gérer où manger, comment manger, me remplir ma bouteille dès que j'ai plus d'eau. Et puis dormir quand je suis fatigué. Tout devient simple. C'est tout. Mais par contre, ça, c'est beau. Tu réfléchis beaucoup là-dessus. C'est ton focus, ces 3 choses-là. Mais c'est tout. Quand je suis revenu après, tu sais, t'arrives à la job, un tel, il a fait ci, ou il a pas fermé la porte, ou ma femme a dit, ah, mais t'as pas ramassé tes affaires là, je suis comme. Mais j'ai mangé et j'ai dormi. Non, mais tu sais, je reviens, tu sais, un peu les chicanes de couple, là, t'as pas passé la balayeuse aujourd'hui, c'est sale et tout. Moi, j'étais comme. Dans ma tête, j'ai comme. Va falloir que je me prenne une couple de jours pour revenir sur Terre. C'est ça, là. parce que là, pour moi, c'est pas du tout quelque chose Mon cerveau, il aimait bien ça. d'important, là, maintenant. Là. Puis, quand t'as fini cet événement-là, là, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à dire, hey, je vais organiser ça au Québec, là, tu sais. Puis, même avant d'aller sur cette question-là, mettons, c'est quoi qui a changé? Je te pose ma question de psychologue aujourd'hui. Vas-y. Peut-être ça va nous mener ailleurs. Mais qu'est-ce qui a changé entre la Jessie avant la race puis à la fin de cette race-là, à part le fait que tu oubliais de passer la balayeuse, si on oublie ça? Je te passe toujours pas. mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a changé? Qu'est-ce qui s'est transformé en toi dans ce défi-là, dans cette semaine-là? Voilà, là, c'est une grosse question de fond. psychologue. Ouais. Parce que après, c'est ça, en fait. Le fait que tu sois vraiment à l'essentiel, ta vie est à l'essentiel pendant une semaine, ça te fait relativiser sur beaucoup de choses. Sur qu'est-ce qu'on est dans un monde matérialiste, là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ci, de ça? Petit à petit, là, tu reviens, tu reprends ton petit train classique, t'es beaucoup plus matérialiste, mais au début, là, tu viens un clash avec ce qui se passe, tu vois. Tu retombes dans une espèce de... Pourquoi travailler? Pourquoi vouloir faire de l'argent? Pourquoi on vit pas dans une cabane ou dans une roulotte, puis on fait juste... C'est la perspective, là, que t'es comme sorti de ce monde-là. Exactement. C'est vraiment sorti d'un peu cette vie qui va à 100 000 à l'heure. Donc ça, c'est un peu le début. Puis après, tranquillement, pas vite... Tu reprends tes habitudes, donc ça, c'est bien d'en refaire de temps en temps. De temps en temps, de faire un petit great reset, là. Exactement. Donc, je pense que maintenant, ça fait partie de moi. J'ai besoin de faire des petites aventures, pas nécessairement aussi gros, mais des petites aventures comme ça. Et après, tu relativises sur même le vélo, la course. Tu sais, genre, il faut tout le temps performer, être le meilleur. Là, je vais faire les mardis de la Chine ce soir. Avant, c'est comme moi, il faut que je fasse un top 10, que je gagne, que je marque des points et tout. Non, en fait, je vais aller m'amuser avec mes chums. Puis si ça marche, il y aura un bon résultat. Puis sinon, tant pis, quoi. Mais on va juste passer un bon moment. Puis ça n'enlèvera rien à la performance et tout ça. Parce que le vélo, c'est vraiment, tu checkes ton compteur, ta vitesse et tout. Mais en fait, là, c'est juste, tu complètes une distance, là. Peu importe comment.
Tu sais, je veux dire que le gars qui termine 5e de cette course-là ou qui finit 80e, Il s'est dépassé. c'est un autant. exploit. C'est ça, exact. Tu le racontes à quelqu'un, il va faire OK, my God. Je veux pas c'est savoir fou. ton temps. Il y a personne qui me demande mon temps ou combien j'ai fait. C'est juste. T'as fait ça. Combien de jours? Juste combien de jours comme ça? 7 jours à peu près, là. Puis c'est comme. Ouais. Puis j'aurais dit 8, 9, 10, ça aurait été pareil. Là. Ouais. Donc vraiment, ça change beaucoup là, sur cette partie-là. Puis après, ça m'a donné aussi envie de faire découvrir justement cette pratique-là. Qui est très populaire en Europe, qui est très populaire en France, en Europe. Il y a beaucoup de on appelle ça des courses, mais j'appelle ça plus des défis, des événements ultra cyclistes. J'avais envie de faire découvrir ça parce que moi, la course, comme je l'ai vécu, j'ai trouvé ultra sécuritaire. Tu t'es jamais senti... Ah ouais, ça me surprend ça. Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Ouais, parce qu'en fait, t'as une trace GPS. Déjà, sur ton GPS, ça te dit où est-ce que tu vas. C'est pas comme la transcontinentale où faut que t'ailles à des points, puis t'es dans des pays genre un peu dangereux où tu sais pas trop comment ça se passe. Donc là, t'as ta trace GPS, t'as des bases de vie. Donc les bases de vie, c'est là où est-ce que tu peux dormir, tu peux manger, ils te donnent à manger, tu peux dormir, tu peux vraiment te recharger les batteries de tes lumières, tout. À certaines bases de vie, tu as des drop bags. Donc, tu as des drop bags un peu comme en ultra trail en fait. Ouais. Tu as des petits drop bags où tu peux mettre de la nourriture, des vêtements, peu importe, tu mets ce que tu veux. Tu sais que sur les 2500, tu as 5 bases de vie. Donc, à peu près tous les 1000 ou 500 km, dépendamment des endroits, tu as ça. Et en plus, tu as un tracker GPS sur ton vélo qui te donne ta place à l'instant T où est-ce que tu es. C'est-à-dire que si tu as un problème, s'ils voient que tu n'es plus actif, etc., ils vont t'appeler sur ton téléphone pour savoir où est-ce que tu es. Tu peux te suivre aussi. Tes proches, ils savent où est-ce que tu es n'importe quand. Et moi, ça c'est déjà arrivé où il y avait un col qui était barré, on les appelle, ils savent qu'on est là, ok, tu peux prendre la route ici. Tu sais, ils sont capables de vraiment nous sécuriser. Puis on avait comme un WhatsApp. L'application WhatsApp où ils envoyaient des messages, donc alerte, orage, machin, tu sais, t'avais plein de trucs, et en fait ça te met dans de bonnes conditions pour faire ce que t'as à faire. T'es en sécurité, t'es tout le temps en train de croiser des personnes sur la route, mine de rien, tu sais, tu croises tout le temps des gens qui vont plus vite, moins vite, donc tu vois des gens qui font la course, donc en fait ça donne cet aspect sécuritaire. Tu vois, quand j'ai fait mon tour du lac Ontario, où il faisait froid, il pleuvait, j'avais 1000 km à faire, j'ai fait ça en 3 jours. J'ai clenché ça. Moi, il n'y a personne qui savait où est-ce que j'étais aux États-Unis, dans les endroits perdus. Il y a un gars avec un pick-up qui aurait pu me rentrer dedans, finir dans le fossé, puis on n'aurait pas su où j'étais. Des endroits où je pouvais même pas dormir. Il n'y a même pas d'hôtel, de rien dans les villages, donc je n'avais pas le choix de rouler. Ouais. Voilà, donc... tu croises personne, j'ai pas vu un seul cycliste quand je l'ai fait à ce moment-là. Donc là, cette course-là, ça m'a donné cet aspect sécuritaire que je me suis dit, ok, mais je pense que il y en a beaucoup, je pense, qui hésitent à faire ce genre de distance-là qui paraît démentiel. Ouais. Et en fait, faire un événement comme ça permet de le faire de manière sécuritaire. Et puis... Là, c'est ça ma prochaine question, parce que finalement, tu veux pouvoir faire vivre ça aux gens au Québec. Ouais. Au Québec, cette espèce de changement de perspective-là qu'on a dans une course aussi longue. Puis, est-ce que vous avez, votre Race Across Québec, est-ce que vous avez utilisé les mêmes tactiques de base de vie, etc.? Comment ça va se passer la première édition cette année? Tu peux donner peut-être des dates puis un peu des détails? En fait, pour faire l'histoire courte, en fait, on a vraiment aimé cet événement-là. Moi, j'ai contacté Arnaud Manzanini, qui est le fondateur de la Race Across Series, donc la Race Across France et toutes les destinations qu'il peut y avoir. Et en fait, j'ai dit, j'ai vraiment aimé la course. Est-ce que vous êtes ouvert à ce qu'on fasse une Race Across Québec, etc. Puis finalement, ça a super bien matché. Nous, on avait déjà trouvé le lieu. On voulait faire une course avec David. On a trouvé le lieu et tout. Donc, on était déjà engagés dans l'organisation. Ils ont fait, ok, on va embarquer avec vous. Donc, en fait, on bénéficie déjà de cette expérience-là
En termes de logistique, etc., d'expérience. Ça va faire bientôt 10 ans qu'ils font ce genre de course-là. Donc, on a vraiment toute cette expérience-là qui vont apporter un bel événement. Et en fait, pour commencer la première année, là, on a lancé ça au mois de mars. Et donc, la course, elle est prévue du 23 au 25 août. OK. Et là, on a fait 2 distances. On n'a pas fait des distances très longues. C'est des petites distances en ultra, on va dire. C'est vraiment pour faire découvrir la pratique, on va dire, aux Québécois. Donc, c'est 300 et 500 km. Donc, le 300 km qui doit se compléter en 24 heures. Il y a un cut-off de 24 heures, mais qui est quand même très large. Ouais. Et puis, le 500 km qui va être en 40 heures. Ça, c'est-tu des cut-offs qui sont standardisés un peu dans c'est des cut-offs qui sont standardisés pour la Race Across Series. Il y a des courses où ça peut être plus court. Nous, on veut vraiment le mettre plus long pour que ce soit accessible en fait à tous. Ouais. Voilà, en gros, un 300 km en 24 heures, tu peux même avoir le temps de faire une bonne sieste pour compléter, mais c'est pas grave, le but c'est de le terminer. Puis souvent on a vu dans les autres courses là, comme en France, ils ont commencé par le 300, le 500, le 1000, le 2500. Donc en fait là on fait ces 2 distances là. Et en fait la particularité de cette course c'est qu'on part du groupe plein air Terrebonne, du GEPAT à Terrebonne. C'est là où est-ce qu'il y a les pistes de vélo de montagne, il y a la course des mercredis de Terrebonne. Et en fait c'est comme le point central où en fait il y aura le départ de la course. Il y a une boucle, pour ceux qui font le 500 km, il y a une boucle de 200 km à faire. Ils reviennent à la base de vie, où là, ils auront leurs affaires, ils auront tout, ils pourront manger, dormir s'ils veulent. Et après, ils repartent sur une boucle de 300 km et ils reviennent au GEPAT. Donc, ça fait comme une espèce de fleur. Là. Okay. Donc, c'est vraiment un point central. Ça permet déjà, pour les personnes, d'avoir un point... Parce qu'après, au niveau de la logistique, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais 500 km, si tu te retrouves je sais pas où pour revenir, c'est un peu compliqué en transport, etc. Donc là, on voulait vraiment faire quelque chose de facile. Autour de Montréal, accessible. Donc, tu veux te lancer dans un 300 à 500... C'est nous le meilleur endroit pour l'essayer. C'est dans la métropole de Montréal. Tu pars d'un endroit, tu reviens au même endroit. Par contre, moi, j'ai fait le parcours il y a 3 semaines. Le parcours, il est génial. Les boucles de 200 et 300 km, elles sont folles. On va plus dans les Laurentides, etc. Il y a un mix de gravel, de route. Puis on va quand même aller chercher du dénivelé. Il y a quasiment, je pense, il y a 4300 ou 4500 mètres de dénivelé sur le 500 km. Donc, on va quand même aller chercher du dénivelé. On s'est commencé au Québec, là, c'est up and down tout le long, là, donc tu respires jamais. Mais voilà, donc avec ça, t'as le tracker GPS pour vraiment suivre, que les proches puissent suivre la course, que toi, tu puisses savoir où est-ce que tu te situes. Si tu veux faire la course, les premiers qui veulent voir où est-ce qu'ils sont les compétiteurs. Et aussi pour le PC sécurité qui est capable de voir où sont les personnes. S'il y a un problème, on peut les appeler, ils sont capables de nous situer. Ils sont capables de voir s'il y a quelqu'un qui ne bouge pas, de l'appeler pour savoir si tout va bien, etc. Dans l'inscription, là, est-ce que tu envoies, par exemple, je t'appellerais si j'avais des questions, mais t'envoies-tu une genre de to-do list de ce que tu dois apporter? Parce que tantôt, tu me disais, je dormais avec une couverture de sécurité. Y a-tu un minimum de trucs? De survie. De survie. En fait, t'as comme un petit... t'as un règlement de la course qu'il faut bien lire. C'est pas comme les courses cyclistes où je pense qu'il n'y a personne qui connaît les règlements de la FQSC ou de l'UCI sur une course de vélo. Là, il faut bien lire. Ça te dit vraiment tout l'aspect sécuritaire. Et tu as une liste une checklist obligatoire de produits que tu dois avoir. Donc, quand tu arrives pour prendre ton dossard, on fait le check-up. Donc, t'assurer que tu aies bien une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière, une lumière frontale, que tu aies bien suffisamment d'eau pour faire au moins le début de la course, à boire, que tu aies bien la trace GPS sur ton téléphone ou ton GPS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que tu aies 2 couvertures de survie, que tu aies une veste imperméable. Tu sais, il y a vraiment une liste de produits, avoir des chambres à air, etc. Donc, il y a un minimum à avoir pour
te lancer là-dedans. Un peu comme l'Ultra Trail, en fait, où maintenant, il faut ton sac d'hydratation avec un minimum d'articles à l'intérieur pour pouvoir te lancer là-dedans. Là. Donc, vraiment, c'est le minimum nécessaire et tu peux juste partir avec ça. Et puis, Puis au niveau des styles de vélo, là, tu dois en avoir un peu de tout genre. Là. Tu dois avoir du monde qui se présente en gravel bike, du monde qui se présente en vélo de montagne. ouais. Y a-tu vous laissez carte blanche aux gens? Ouais, en fait, il y a aucun... Enfin, tu peux aller avec n'importe quel vélo. Donc, sur vélo de montagne, là, tu sais, c'est quand même plus route, gravel. Donc, on va peut-être avoir des gens avec des vélos de gravel. Il y en a qui vont avoir des vélos de route. Il y en a qui vont avoir des vélos de route aéro. Il y en a qui vont... Enfin, vraiment, c'est... Peu importe, là, tu prends le vélo que tu veux. C'est sûr qu'il y a des sections de gravel. Donc, ça va prendre en considération la largeur des pneus. Comme... Moi, je l'ai fait en largeur de pneus 28. Ça passe très bien. OK. Donc, c'est quand même, tu sais, ces petits trains du Nord, corridor aérobique, etc. Grosse, donc, c'est quand même de la petite gravelle bien roulante. Mais ça fait partie... Tu sais, il faut bien connaître ton terrain. C'est comme nous, quand moi, je suis allé dans les Alpes, bah, c'était pas nécessairement les pneus, mais quel braquet tu allais avoir. Exact. Quand tu es complètement bunké, que tu as fait 1500 km et puis tu es fatigué, qu'est-ce que tu as besoin comme braquet et puis qu'est-ce que tu vas avoir besoin aussi dans les descentes et sur le plat pour pouvoir quand même avancer. Donc, qu'est-ce que tu avais comme braquet? T'avais-tu le bon braquet ou il te manquait de... Non, moi j'avais le bon. Bah, pour moi, c'était bon. J'avais un plateau de 34 à l'avant et puis j'avais 32 à l'arrière. Ah, fait que t'avais de la marge. Ouais, c'est ça. J'aurais pu avoir une cassette de 34, mais je sais que je tire beaucoup de braquets et puis ça m'allait super bien. Mais il y en a qui avaient des vélos de gravel monoplateau avec des pneus de route. Puis ça a super bien été. Tu sais, en fait, c'est ça aussi l'avantage, c'est que bah, tu vas avec n'importe quel vélo. Là. T'es pas obligé d'avoir un vélo à 10 000. Là. Il y en a, ils faisaient ça avec un petit vélo entrée de gamme de route. Ça se faisait très bien aussi. Puis l'aspect poids, il change pas sur ces courses-là. C'est pas parce que t'as un vélo ultra léger. Puis si c'est vraiment ta résistance, comment tu vas faire pour rouler, pour avancer, etc. Il y a différentes stratégies qui vont faire que tu peux être rapide, c'est pas nécessairement le poids et puis la vitesse. Là. J'ai comme deux questions qui viennent en lien avec ça. C'est la question de l'alimentation, puis aussi la question un peu plus traditionnelle de, est-ce qu'il faut avoir roulé un 300 km avant de faire son premier 300 km à l'événement? Qu'est-ce que tu as envie de répondre en premier? Bah, je pense que il y a personne, enfin pas personne, mais il y en a très peu qui ont couru le marathon avant de faire le marathon. Ouais. Donc je pense que c'est un peu le même principe, puis je pense que c'est moins dans la douleur. Ah ouais? Bah parce que t'as pas l'effet d'impact de choc, etc. Là, tu roules. En fait, tu peux faire un 300 km. Tu compares vélo. Exactement. Tu peux. Mais quand même, là, je veux dire, quand je regarde des affaires d'ultra, des fois, un problème de fit peut se révéler. Ça, c'est dans la préparation, ça. le fit. Après, sur un 300, le fit. C'est moins pire. T'es pas sur un 2500. Tu vas avoir mal, mais ta douleur, elle va pas s'aggraver avec le temps. Ouais, si tu fais un 2000 ou un 1000 km, puis que là, t'es mal fité, là, je peux te dire qu'à la fin, tu vas peut-être arrêter parce que t'as mal au genou, t'as des tendinites, etc. en fait. Exact. Donc ça, c'est ultra important. Mais non, je pense qu'on n'a pas besoin de faire la distance pour le faire. C'est pareil, des gens qui ont fait Montréal-Québec en vélo, ils l'ont fait la première fois, puis je pense que ça a super bien été. C'est un peu le même principe. Là, puis t'as pas... Si tu te mets pas l'objectif de performance et de temps, ça change la donne. Ouais. Tu peux faire ton 300 km, là, tu peux le faire en 15 km/h comme en 30 km/h. Avec un cut-off à 24 heures, là. Tu peux faire la vitesse que tu veux. Là. Tu peux le faire le plus lentement possible, puis tu vas réussir à le terminer. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est que là, dans la zone où tu es vraiment en endurance tout le long, puis tu vas être capable de le terminer, je suis persuadé. Parce qu'une des choses que tu as répondu quand je t'ai envoyé quelques petites questions pour qu'on se prépare, il y a une chose que je trouve vraiment bonne que tu m'as envoyée, c'était il faut juste être patient. Quand ça va bien, il faut que tu sois patient. Quand tu vas mal, il faut que ce soit patient. Beaucoup d'up and down. Raconte-moi donc un moment exaltant puis un moment plus difficile dans le 2500 km de la Race Across France que tu as dû être patient. Ben moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quelques fois où je montais des cols, puis j'ai l'impression d'être au Tour de France.
du braquet, je montais en danseuse et tout, là, c'était comme l'euphorie, là, c'était magnifique, le soleil est en train de se coucher, je doublais des compétiteurs, là, des concurrents et tout, là, c'était la folie, là, puis là, tu te sens invincible. Tout d'un coup, là, t'as 1500 km dans les jambes, là, puis t'as des jambes de feu, là. Mais après, souvent, tu frappes le down, là. Et le down, là... Ça m'est déjà arrivé là, sur mon Instagram, je l'ai mis là, c'était un reel où juste avant, je suis comme ouais, bah là je suis dans tel col, ça va bien et tout. Puis là, il y en a un autre après, comme je sais plus dans quel col je suis, mais là je suis vraiment au bout. J'arrive plus à avancer. Je pense que je roulais même pas à 10 km/h. Je me suis arrêté pour marcher un peu à pied tellement j'avais mal aux jambes, des 100 mètres à pied, puis je remontais sur mon vélo, là, puis j'avais de la misère. Je montais en zigzag. C'était comme la dernière étape qu'il y avait au Tour de France l'année dernière. C'était la dernière étape où il y avait Thibaut Pinot là, dans le Jura, puis c'était vraiment des gros cols monstrueux. Et moi, j'étais là-dedans, là, je zigzaguais à 8 km/h et j'en pouvais plus. Et là, tu trouves le temps long. Et là, c'est comme... Ça va passer. Mais des fois, t'es dans des endroits, des moments, t'es lamentable. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, je me suis mis, j'arrivais en ville, au pied d'un col, là, je savais que j'avais un col de 15 km à faire. Mais je me suis allongé par terre, il était 4 h du matin. J'étais avec un gars en train de rouler, je fais, gars, moi, je te laisse là, je vais me coucher. On se revoit peut-être plus tard. J'ai dormi sur le trottoir. Je me suis même pas changé, rien. J'ai mis mon vélo à terre, je me suis mis sur le trottoir comme ça à Grenoble et j'ai dormi pendant 1h30. J'étais mort. Après, je suis reparti. Ça a pris 2 heures de repartir la machine et après, ça allait super bien. Mais c'est... là, les downs, là, c'est... Quand tu vas aller vraiment... Alors, c'est pour ça qu'il faut être patient. Quand tu as des highs, il faut être patient pour pas trop en faire et pas avoir un down trop deep et qu'après... tu le payes. Là. Mais après, quand tu l'as passé, t'es comme... C'est une belle expérience quand même. Puis la prochaine fois, j'ai vécu ça. C'est ça, exact. Il n'y a pas moyen d'aller au bout de tes ressources comme ça si tu fais pas... Après, ça peut être des hallucinations, mais là, c'est parce que tu manques beaucoup, beaucoup de sommeil. Là. Ouais. T'avais pas Moi, ça m'est arrivé, mais ouais, je suis un peu trop intense pour ça. Là. Il y en a pas beaucoup qui rentrent dans ces limites-là, mais ouais, j'ai eu des hallucinations, puis là, ça fait peur. Là. Ah ouais? T'as des sueurs froides. Là, c'était pas des hallucinations cocasses, là? Bah, c'était comme... les 2 fois, ça arrivait 2 fois, j'étais dans des gorges. Okay. Donc, je descendais, puis là, t'avais comme les falaises autour. Puis là, j'ai l'impression... Le premier, c'était comme les roches, elles bougeaient comme ça. C'était toutes les couleurs, un peu comme si j'avais pris des champignons. Et la deuxième fois, c'est comme si c'était des monstres qui voulaient me manger, là, tu vois. Et là, j'étais en train de rouler, puis j'étais vraiment pas bien, là. Puis j'étais comme, non, c'est pas vrai. Puis j'avais des sueurs froides. En plus, il y avait des voitures qui passaient et tout. Là, c'était... Et après, à chaque fois, j'ai dormi. Puis, t'as fait un petit sieste. J'ai dormi 6 heures. Puis... j'ai bien dormi. Et c'est les 2 fois où j'ai bien dormi un bon 6 heures parce que j'étais cuit. Mais ça faisait 36 heures que j'avais pas dormi. Nutrition, il faut que tu bouffes comme un fou. La pizza. Parlons-en de la pizza. Il me semble que moi, quand je regardais tes stories, c'était juste la pizza que je voyais. Ma pizza, c'est ma récompense le soir. Parce que c'est vrai. Toi, c'est ça, je m'allais dire. Je me semblais qu'on avait cette histoire-là. T'es bien expérimenté. T'es un pizzaiolo. Ouais, j'adore la pizza. J'en fais à la maison toutes les semaines et tout. Là. Je suis un gros fan de pizza. C'était ma récompense de la journée parce que, comme je t'avais écrit hier, là, l'ultra, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Pas du chat et de la souris, du lièvre et de la tortue. Ouais, t'as le choix de jouer 2 games. Donc, t'as la personne qui va rouler longtemps, qui va jamais s'arrêter, mais qui va rouler à plus basse intensité et qui finalement aura moins besoin de manger et moins besoin de boire. Tu vas peut-être, par exemple, tu roules à 20 km/h sans t'arrêter. Par contre, tu vas dépenser moins de calories, tu vas moins manger, moins boire. Puis après, t'en as, ils vont rouler à 30 km/h. Par contre, ils vont devoir s'arrêter... tous les jours, ils vont devoir dormir 6 heures par jour. Puis celui qui roule doucement, il va peut-être s'arrêter 3 heures par jour. Et finalement, le 30 km/h versus 20, quand tu t'es arrêté 6 heures ou 3 heures, ça change la game. Donc en fait... Ça, t'as découvert ça comment?
Avec les podcasts que j'ai écoutés notamment et aussi en roulant en fait. C'est des fois, tu te mets à rouler, tu sais, t'es un peu euphorique, tu te mets à rouler à fond puis tu penses que tu vas être capable de rouler longtemps, mais il n'y a jamais à manger quand tu as besoin. Ton corps, il réagit pas nécessairement. C'est moins exigeant que la course à pied, mais tu sais, des fois, tu n'as pas envie de manger du sucré, donc tu vas manger du salé. Tu n'as pas envie de manger des calories, tu vas manger un truc un peu plus avec plus d'eau, peu importe. Des fois, tu arrives à boire, des fois, tu n'arrives pas. Tu arrives à manger, tu n'arrives pas. Donc en fait, tu as une dépense calorique, mais en même temps, tu as ton estomac et toi, ce que tu es capable d'ingurgiter qui va faire que ça va déterminer la performance, enfin pas la performance, mais l'allure que tu vas avoir. C'est tout ça en fait. Donc il faut réussir à jongler avec tout ça. Donc c'est pas nécessairement la personne qui va faire la plus grosse moyenne sur le vélo qui va être la plus rapide. Ça peut être la personne la plus lente mais qui s'arrête jamais. Quand t'as eu faim, là, c'est quoi une des choses que t'as mangé que t'étais comme c'est le meilleur truc au monde? À peu près tout. À peu près tout, mais non. En France, c'était bien parce que tu as les boulangeries, tu as les pizzerias, elles sont incroyables. Quand j'ai fait le tour du lac Ontario, je peux te dire qu'aux États-Unis, les burgers et tout. Je sais pas comment il fait en rideau là, quand il fait la Transam, qui est en train de faire en ce moment, qui mange des Burger King à chaque fois. Là, j'étais plus capable. Puis en plus, moi, je mange pas de viande. J'avais pas le choix de manger de la viande parce qu'il y avait rien de végé dans les. Donc là, je me mangeais des hamburgers avec des steaks et tout. Là, c'était. À la fin, là, j'en pouvais plus. Par contre, quand c'est un peu plus varié, ça dépend des régions où est-ce qu'on va. Je pense qu'au Québec, on est capable de trouver des endroits beaucoup plus variés où tu vas dans un IGA, tu peux prendre de la bouffe et tout. Là, j'ai pas trouvé ça quand j'ai fait le tour du lac Ontario, c'était que des burgers. Mais vraiment, la pizza, pour moi, à la fin de la journée, moi, je roulais. À la Race Cross, le matin, je me levais, je roulais la nuit. Donc là, les boulangeries n'étaient pas encore ouvertes. Dès qu'il y avait une boulangerie le matin, je remplissais les poches. Je m'arrêtais pas, je roulais, je mangeais sur le vélo. Le midi, pareil, je remplissais mes poches. Et là, vers 8-9 heures le soir, je m'arrêtais. Je mangeais une pizza ou quelque chose de bien consistant. Je me remplissais le ventre, je m'arrêtais 30 minutes. Puis après, je repartais à mon pace. Même si j'étais en digestion, de la bouffe bien grasse, etc., faut que tu avances. Je roulais, je me couchais à 2-3 heures du matin, là, à peu près, ça dépend des fois. Puis après, je me relevais vers 5 heures et puis 6 heures, puis je repartais. Puis pour ceux qui ne savent pas, là, dans le fond, quand les gens vont le faire au Québec, ils vont pouvoir aller au dépanneur, ils vont pouvoir aller... C'est quoi? Y a-t-il des règlements qui encadrent ça? Ou les gens sont libres tu vas où tu veux. Tu vas où tu veux, en fait. Tu peux dormir à l'hôtel, tu peux dormir dehors. Tu peux manger au restaurant, tu peux manger au IGA. T'as juste pas le droit d'avoir une assistance. T'as pas le droit à quelqu'un qui te donne un ravito. Genre un ami qui est au bord de la route qui va te donner un lunch ou quoi. Non, faut que t'ailles acheter quelque chose. Tu vas le chercher, exactement. Parce que tu vois, par exemple, là, sur la Race Cross Québec, le premier 200 km, la première boucle que le 500 ce qu'ils vont faire, ils vont partir à 7 h le soir. Okay. Ils vont aller à Saint-Gabriel de Brandon, là, genre un endroit super perdu dans le nord. Là-bas, les dépanneurs, ils ferment à 8h, 9h, 10h. Donc, ça veut dire que ce que tu as pour le début, ça va... Je veux dire, le lendemain matin. Ça te prend 200... La boucle, elle fait 200... En réalité, elle fait 230 km. Au bout de 190 km, tu as peut-être un dépanneur qui va être ouvert 24 heures pour prendre de quoi ou un McDo. Donc, c'est-à-dire que là, va falloir gérer ça. Et si tu as quelqu'un qui te fait une assistance, là, c'est... OK. Tu vois, c'est pour ça, c'est vraiment tout le monde est à la même enseigne. Tu te ravitailles où est-ce que tu peux. Faut que tu te renseignes par rapport à ça. Ouais, donc, faut que tu regardes. Moi, je dis qu'à peu près 190 km, tu peux pas. Peut-être il y en a un peu avant ou après. Là, c'est aux gens de se renseigner puis de voir. OK, non, là, j'ai checké. Il y a un endroit où il y a peut-être des fontaines à eau ou un endroit où je peux me ravitailler, etc. C'est important. Parce que c'est où tu pars avec 2 bouteilles et que tu sais que dans tant de kilomètres, tu peux te ravitailler ou pas. C'est-à-dire que là, tu es peut-être obligé d'avoir 4 bouteilles pour la première loupe. As-tu le droit d'aller cogner chez les gens? Tu peux aller cogner chez les gens. Tu peux tout faire. Tu n'as juste pas le droit d'avoir une assistance. Quelqu'un qui s'occupe de... Quelqu'un prévu qui s'occupe de toi. Okay. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment... En fait, c'est une course de cyclisme. En fait, c'est semi-assisté parce que tu as les bases de vie.
OK. Les bases de vie, là, tu as le droit d'avoir quelque chose. Quand tu as une base de vie, là, c'est là que vous avez construite là, au centre de plein air? C'est au GPAT, ouais, au groupe plein air Terrebonne. Au groupe plein air Terrebonne. Est-ce que vous avez comme une section dortoir, c'est ça? Hein? Il y a comme Ouais, on va avoir une section dortoir et une section pour manger, se restaurer, ouais. Puis est-ce que la nourriture va être disponible ou c'est les gens qui doivent arriver avec la Non, nourriture? on va donner de la nourriture, ouais. OK, donc là, les gens vont comme venir chercher la nourriture, donc c'est pas de l'assistance. Là. C'est comme on aura des pâtes, on va avoir des pâtes, Ok. des trucs comme ça, on va leur donner à manger. Je pense que là, tu es capable de prendre n'importe quoi. Donc, il y aura des pâtes, des bartendes, des pâtes, peu importe. Là, Puis les gens, à l'habitude, ils amènent-tu, mettons, des gels de backup ou des bonbons ou, tu sais, ils ont-tu genre du sucre de backup dans... Ça dépend de chacun. Ouais. Il y en a, tu vois, dans les meilleurs en France là, ou en Europe qui font des ultras, il y en a, ils s'arrêtent jamais sur des courses de 1000 km et ils tournent au gel tout le long. Là, je sais pas comment ils font. Ils tournent au gel tout le long. Il y en a qui s'arrêtent, qui mangent du solide. Ça dépend vraiment de chacun, de la digestion et tout. Là. Mais moi, je peux te dire que mon premier 1000 km que j'ai fait là, sur la Race Cross France en 2 jours que j'ai fait, j'avais des bartendes, je dirais pas la marque, etc. Parce que c'est pas pour faire la mauvaise pub, c'est juste qu'à un moment donné, j'en ai tellement mangé, j'étais tellement écœuré qu'après, j'en pouvais plus. Là. Ouais. Mais c'est juste parce que j'ai trop mangé ça. Là. Et en fait, manger du solide, moi, je préfère. Manger quelque chose un vrai repas. Ouais. Un vrai sandwich, un truc, je préfère que qui de la divertit tes sens un petit peu plus. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Cette année, tu vas-tu t'occuper, pendant cette course-là, tu vas-tu la courir ou tu vas être dans l'organisation puis tu vas être bien occupé pendant 48 heures? Ouais, non, directeur de course. Donc, je pense que je vais pas dormir un peu comme tous les compétiteurs. Donc, le premier départ, c'est le vendredi à 7h. Donc, le 500 km qui part. 7h du soir, 19h. Donc, ils vont partir. Les 200 km, d'après moi, les premiers, ils vont faire ça en 8 heures, genre, max. Donc, ils vont arriver dans la nuit. Donc, je vais être là avec toute l'équipe pour les accueillir, la base de vie, etc. Gérer un peu tout ça. Puis après, le lendemain matin, à 8 heures, c'est le départ du 300 km. Donc là, tu as les 500, il y en a qui vont passer, le 300 qui va partir. Mm-hmm. Puis en fin de journée, après 8 heures le soir, je pense que les premiers du 500 km vont arriver. Et là, ça va arriver au fur et à mesure jusqu'au lendemain matin. Là. Donc en fait, ça va être en continu. Les coureurs vont partir, vont revenir. Donc ça va être cool. Puis là, en ce moment, il vous reste de la place. Ouais, il nous reste de la place. Même à un mois avant les inscriptions, en fait, ça va fermer, je pense, à peu près 1 mois, 3 semaines avant, histoire de juste bien préparer en termes de logistique. Donc, il y a de la place, on est ouvert à accueillir du monde pour cet événement-là. On s'organisera pour avoir le nécessaire de tracker GPS, peu importe. Que ce soit sécuritaire, justement, exactement, le ça. but, ouais. Tu sais, on sait qu'on va pas avoir 1000 personnes la première année. Là, on va peut-être encore avoir quelques personnes qui vont participer, puis on aura probablement de la place. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aurais envie de... Ce serait quoi le top 3 des raisons que tu voudrais que les participants tentent le coup de l'aventure? Ça serait quoi, tu penses, les 3 choses les plus... ou un top 2 des choses que tu voudrais leur dire qu'ils vont tirer de cette expérience-là? Bah déjà, la première expérience, c'est rouler la nuit. OK. Rouler la nuit, là, ça fait peur à beaucoup de monde, mais c'est un autre univers. C'est différent de rouler la nuit. Et les odeurs, la température, la vitesse, tu roules à 30 km/h, tu as l'impression de rouler à 40, tu vois. C'est tout ça. Puis il n'y a pas d'auto, c'est calme, il n'y a pas de voiture. Tu vas croiser des animaux, tu vois, qui sortent plus la nuit ou le matin, le lever du soleil et tout. Donc ça, je pense, rouler la nuit, c'est toute une expérience. 2, en fait... le 500 km au Québec qui paraît anodin, là, tu te dis, j'ai déjà roulé dans ce bout-là. Quand tu fais tout cumuler dans une journée, que tu as fait ça, là, que tu as fait en 40 heures, là, tu fais, waouh, ok, c'était complètement malade. Moi, je l'ai fait il y a 3 semaines. Là, j'ai fait en 2 jours, j'ai fait 200 le premier jour, 300 le lendemain. J'ai dormi au milieu, mais je pense que tant cumulé, j'étais en bas des 40 heures. J'ai passé une incroyable fin de semaine. Tu vas faire des chemins de gravel, de route, tu fais le Nordé, tu vas à Tremblant, tu vas manger un truc à Saint-Donat, etc. Tu fais un petit peu tout ça dans tes 2 jours. Là, t'as une fin de semaine qui est bien remplie et t'as vécu plein d'expériences. Et la 3e, c'est les rencontres, en fait. Parce que toutes les personnes que tu vas rencontrer sur la route qui vont faire cet événement-là,
tu vas créer des liens, là, c'est des partenaires, là. C'est des anecdotes, des trucs que vous allez vous raconter ou vivre ensemble, là. C'est incroyable et ça, c'est fou. T'es-tu encore en contact avec Issam, tu me disais que... Ouais. Puis là, on se texte, peut-être qu'à un moment donné, on va refaire une course ensemble et tout, là, mais ouais, c'est pour vrai, avec lui, j'ai peut-être passé l'équivalent de 2 ou 3 jours cumulés, là, sur les 7 jours. Puis on a vécu des moments high, des moments down, des moments où on a explosé de rire pour rien parce qu'on ne sait même pas pourquoi on était trop fatigué. Des galères, on a eu des galères aussi. Je me rappelle, il avait pété son vélo, il était en train de le réparer. Puis là, il disait comment je vais terminer la course et tout. Là, il fallait trouver des solutions pour que ça fonctionne. Il a réussi à réparer son vélo, là, mais c'était une sacrée galère. On a fait un commando. À un moment donné, on avait perdu trop de temps sur une journée parce qu'il faisait trop chaud. Donc là, on s'est dit, on va rouler toute la nuit. Mais là, on a roulé pendant 36 heures. On a été complètement cuit après. C'est là où j'ai eu, moi, des hallucinations, là. Mais des trucs de barjo comme ça. Donc ouais, tu crées des liens de fou avec ces gens-là. Là. Tu sais ce que je m'attendais pas à ce que tu fasses avec moi aujourd'hui. Genre, moi, l'ultra, on dirait que je me suis un peu comme toi, avec quelques années de recul, tu te dis, jamais je vais faire ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tu m'as comme donné le goût parce que tu m'as rattaché ça à des trucs qui font du sens, plus que... On dirait que je l'avais pas vu, tu as comme rattaché ça à des sensations de rouler dans la nuit, tout ça. Puis ça, c'est... Que ce soit le vélo, que ce soit d'autres choses, le vélo, c'est un prétexte pour vivre ça. T'sais. Et l'ultra, c'est de l'aventure. C'est comme tu pars traverser la Gaspésie en hiking. Là. Ouais. C'est ça. C'est pas de la course, c'est pas de la compétition, c'est pas de la performance en tant que telle. Genre, tu vas au circuit Villeneuve, tu vas rouler le plus rapidement possible pendant 1 heure. Là, c'est... Peu importe le temps que tu prends, ça prendra le temps que ça prend, mais tu vas vivre des choses, tu vas vivre une aventure, tu vas vivre des anecdotes, un peu comme la vie, en fait. C'est vraiment... Juste en intensité, en condensé. Exactement, c'est des micro-aventures. Ouais. Tu fais une fin de semaine, c'est une micro-aventure, et ça, c'est fou, ouais. Ah, c'est malade. Merci, Jesse, c'était passionnant. Merci à toi, merci de me laisser le temps de pouvoir raconter ces belles aventures-là. Écoute, je pense que ça donne envie à je vais commencer mon entraînement tout de suite. Fait que là, en ce moment, je dors pas à cause du petit nouveau. Parfait. Fait que là, je vais le voir comme un training. Puis là, je vais changer ma perspective. Puis ça me donne le goût. Merci beaucoup. C'est un bon début. Merci. Ciao. Bye bye. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous a donné le goût de partir une fin de semaine à l'aventure, de repousser les limites et d'aller vraiment sortir des sentiers battus en vous dépassant personnellement. C'est une quête, l'ultra-distance, qui est une quête personnelle. Et moi, en tout cas, je remercie Jesse parce que j'ai vraiment le goût de prendre mon vélo et de partir à l'aventure. On se retrouve très bientôt. Merci de votre confiance. Ciao!